Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce week-end de Pentecôte. D'ailleurs, je vous souhaite bonne fête de Pentecôte, que la vie est belle et qu'il fait beau là où vous êtes pour passer du bon temps. Voilà. Alors moi, je suis allée à Calais, comme vous le savez. J'ai eu un accueil admirable. Vraiment, c'était organisé magnifiquement. Et puis surtout, en plus du reste, et pas surtout, mais en plus du reste, de l'amical accueil que j'ai eu. Vraiment, merci à tous les organisateurs euh, de cette manifestation. Merci. Et bien en plus, j'ai eu un accueil du public fabuleux, des gens qui sont venus me voir parfois de très loin, qui se sont montrés très chaleureux avec moi, très gentils. Vraiment, ça m'a énormément touchée. Et j'avoue que j'ai passé quelques jours fabuleux. Voilà, merci. Et merci aussi à ceux qui n'ont pas pu faire le voyage et qui ont regardé ma dernière vidéo, mes vidéos. Merci pour vos commentaires, merci pour vos soutiens, merci pour votre générosité. Ne lâchez pas, vous connaissez les usages maintenant. Parce que ça aide beaucoup. Depuis le 12 mai, je savais qu'il allait se passer des choses, mais ça c'est vrai, parce que j'ai vu la dernière vidéo monter en flèche et redescendre aussitôt à la cave. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Poitrone en faux pour la bestiole. Donc s'il vous plaît, continuez si vous le voulez bien à faire de vos gentils commentaires, souvent très intéressants. Merci également de vérifier si vous êtes abonné, parce que j'ai vu là, il y a de temps en temps des abonnements qui ne sont pas, enfin, d'un seul coup il y a des abonnements qui diminuent, c'est pas normal, parce que ça c'est vraiment récent, ça n'existait pas avant, parce qu'il y a des gens qui s'abonnaient, mais là il y a des choses qui ne vont pas. Idem, si vous voulez bien vérifier les alertes, parce que la plupart du temps, vous n'êtes plus alerté pour beaucoup. Pas tous, c'est très inégal d'ailleurs, c'est comme les pubs. Certains me disent, j'en peux plus de vos pubs. Bon, puis d'autres disent, bah, j'en ai eu 2, j'en ai eu 3. C'est complètement aléatoire. Alors si vous mettez des trucs sans pub, c'est super. Hein. C'est un cadeau que je vous fais. Parce que dans ces cas-là, vous avez bien compris que la bête, comme elle y perd, eh ben, c'est moi qui paye. Donc, bon, évitez s'il vous plaît. Hein. Et puis pour le reste, eh ben, soyez vigilants. Faites au mieux pour soutenir tout ça. Faites-le pour les autres chaînes aussi, parce que vous savez que je plaide pour ma chapelle, mais également pour les autres qui ne sont pas des grandes structures très organisées et qui évidemment vivent très bien. Voilà, et qui n'ont pas ce genre de soucis. Voilà. Donc c'est tout. Je veux pas m'éterniser là-dessus. En tout cas, merci. Et aujourd'hui, bah là, beaucoup m'ont dit est-ce que ça sera filmé et tout. Oui, ça l'a été. C'est en montage, je crois. Je vous donnerai les liens. Mais comme je sais que vous aimez les illustrations et qu'il n'y en avait pas là sur les sujets où j'ai fait mes conférences, bah, je vais les reprendre sur ma chaîne. Ça sera un petit peu différent. Vous aurez le plus avec ce que vous verrez sur le site de l'association qui m'a reçu, c'est-à-dire que j'en dirai plus, et puis il y a des choses qui se passent et que vous verrez pas sur cette vidéo que je suis en train de tourner, donc ça sera très intéressant aussi. Voilà. Donc on va commencer par le premier sujet. Donc j'avais déjà parlé de ça il y a très longtemps, 7 ou 8 ans je crois, sur une chaîne, sur une autre chaîne. Et il y a eu du nouveau depuis. Comme vous savez, je mets mes sujets à jour parce que bien souvent il se passe toujours quelque chose. Et ben c'est le cas aujourd'hui. Donc le sujet du jour, c'est le loup de Cannock Chase.
Alors, je ferai déjà un petit rappel sur l'historique du loup-garou. On croit que c'est une légende urbaine moderne, issue du XXe siècle. Pas du tout. Il y en a d'abord qui connaissent un petit peu l'histoire, qui savent que dans les siècles passés, il y a eu des histoires de loup-garou, notamment en France, mais pas que. Et qu'en Grande-Bretagne, il y en a pas mal. Mais en fait, le loup-garou, on a commencé à en parler il y a très longtemps. Il y a très très longtemps, il y a plus de 2000 ans. C'est une créature connue bien avant l'ère chrétienne. Et le premier qui l'a évoqué, qui a évoqué les hommes loups, est l'historien grec Hérodote, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est pas du neuf, cette histoire de loup-garou. Et à en croire Hérodote, eh bien, les Nouris, une tribu du nord-est de la Scythie, en l'occurrence la Scythie, les Scythes, ça se trouvait en Ukraine, eh bien cela avait la capacité de se métamorphoser en loup durant quelques jours, lors de rituels païens qui célébraient la régénération et la renaissance de la terre, avant de reprendre une apparence humaine. Cependant, le mythe le plus célèbre qui se rattache à cette créature est celui de Lycaon, qui est le fils du roi Pélasgos et de la nymphe Silène. Et ce Lycaon était le roi d'Arcadie et il se dit qu'il avait eu 50 fils, rien que ça. Il se livrait la plupart du temps à une guerre sans merci avec une tribu qu'il avait vraiment dans le nez, c'était les Molosses. Et lorsqu'il les faisait prisonniers, il trouvait rien de mieux que d'en faire du ragoût. Il les sacrifiait et mangeait ses ennemis. C'est sympathique. Voilà. Et il se trouve que le dieu des lieux, Zeus, s'en indigna et voulant constater de ses yeux l'ignominie, il se rendit en Arcadie sous les traits d'un pauvre mendiant. Et ayant découvert l'identité du vieil homme, Lycaon, évidemment, va lui faire un petit banquet organisé dans son palais, et il va lui servir, comme il se doit, de la chair humaine, en l'occurrence un bébé qui avait été sacrifié. Furieux, Zeus va changer immédiatement Lycaon en loup et va foudroyer sa descendance, en l'occurrence ses 50 fils. Et il se trouve que la présence de cette créature de légende a été signalée depuis un peu partout dans le monde, dans différentes civilisations et cultures, que ce soit les légendes nordiques, on retrouve le loup-garou dans les légendes nordiques chez les Amérindiens, c'est souvent confondu avec le skinwalker, donc c'est assez particulier, mais vous en avez partout, vous en avez en France, en Europe, en Grande-Bretagne il y en a pas mal, et on retrouve également le loup-garou dans la légende arthurienne. Alors pour ce qui est de la légende arthurienne, il y a le cas de Mélion, qui était un chevalier de l'entourage du roi Arthur, et celui-là se serait ainsi retrouvé transformé en loup du fait d'un enchantement pratiqué par sa femme à l'aide d'un anneau magique, ce qui lui a permis de s'enfuir à cette jolie femme en Irlande avec l'un des écuyers de son mari. Voilà, elle l'avait carrément statifié en loup, enfin statifié non, mais transformé en loup. C'est le roi Arthur qui va délivrer le malheureux chevalier de cet enchantement, qui aurait quand même duré 7 ans, et ce qui lui permettra évidemment de retrouver sa condition humaine. Et avant d'aborder le sujet qui nous intéresse, à savoir la présence de loups-garous signalés à de multiples reprises dans la mystérieuse et inquiétante forêt de Cannock Chase, je rappellerai que ce territoire de Cannock Chase est l'un des lieux britanniques où les cas de lycanthropie sont régulièrement signalés depuis des siècles. Plus largement, il y a des loups-garous dans le Staffordshire, où se situe Cannock Chase, qui a également la réputation d'être un des hotspots les plus actifs d'Angleterre, puisque les apparitions d'ovnis se sont multipliées là-bas depuis fort longtemps. Mais un bon millénaire plus tôt, un loup-garou avait déjà aussi terrorisé la population du nord de l'Angleterre, et celui-là était connu comme étant le loup de Flixton, un petit village de Yorkshire du Nord, situé environ 8 km au sud de la ville balnéaire de Scarborough. Et ça se trouve d'ailleurs non loin d'un site archéologique datant de 9000 ans avant Jésus-Christ, ce qui n'est peut-être pas le fait du hasard, puisque vous allez voir qu'à Cannock Chase, on va retrouver quelque chose aussi.
Dès l'an 940 seront signalées les premières apparitions de lycanthropes dans la zone de Flixton, et l'on finira d'ailleurs par baptiser le territoire la Terre des Loups. Des habitants de la contrée et des voyageurs de passage y étaient d'ailleurs si souvent agressés qu'un hospice avait été créé pour les soigner lorsqu'ils avaient la chance, évidemment, d'avoir survécu à l'attaque du loup. Et ces attaques se perpétueront durant quelques années, jusqu'à ce qu'un beau jour, on n'entende plus parler du loup pendant un sacré moment. À Flixton, il se manifestera à nouveau qu'en 1150. C'est donc dans le comté du Staffordshire, au cœur des Midlands britanniques, que s'étend cette magnifique et mystérieuse forêt de Cannock Chase, dont je vais évoquer des étrangetés, 7 étrangetés qu'est le loup-garou, mais brièvement quelques autres, que je vais évoquer aujourd'hui. Donc cette forêt habitait autrefois un camp de la RAF qui a été désaffecté dans les années 50. Donc il se raconte des tas de choses là-bas, notamment qu'il y aurait eu un crash de ovni, enfin il y a pas mal de choses. Hein. Mais d'où est le camp de la RAF, il serait passé des trucs, enfin je ne vais pas partir là-dessus en tout cas. J'aurai peut-être l'occasion de reparler de la forêt de Cannock Chase sur d'autres choses, mais en tout cas c'est le loup-garou qui nous intéresse. Et alors, au milieu de cette forêt, on trouve également un cimetière regroupant les sépultures de centaines de soldats allemands qui sont morts en mer essentiellement durant les 2 guerres mondiales. C'est d'ailleurs précisément dans les proches parages de ce cimetière que se déroulent depuis bien longtemps, et avec une intensité accentuée depuis les années 60, d'étranges incidents qui se sont souvent révélés terrifiants pour ceux qui y ont été confrontés. Et la plus ancienne manifestation de lycanthrope, donc de loup-garou, signalée dans la forêt de Cannock Chase, remonte ainsi à 1727. On retrouva un beau jour le corps atrocement mutilé à la gorge et à la poitrine d'un jeune garçon près du petit village de Cannock. Son cadavre présentait des blessures si épouvantables qu'on a estimé qu'il ne pouvait pas avoir été agressé par un être humain, mais par un lycanthrope doté de crocs et de griffes absolument énormes. Quelques années plus tard, ce sera un berger nommé Thomas Batman qui, en regagnant tard dans la nuit son domicile, sera le témoin d'une bagarre entre 2 loups-garous qui s'affrontaient férocement à proximité du village de Cannock Chase. Il indiqua alors que cela était velu, noir comme du charbon, avec des griffes allongées et des dents redoutables, et l'une des créatures finit d'ailleurs par tuer l'autre avant de s'enfuir dans la forêt obscure. 100 ans plus tard, une autre observation aura lieu, à peu près au même endroit, mais cette fois, ce seront 2 témoins qui assisteront à l'attaque d'un de leurs amis, parce qu'il ressemblait à un loup, et ce loup va se transformer soudain en un homme sous leurs yeux. Au XXe siècle, les premières observations ont été enregistrées dès le début des années 1970. Peut-être y en avait-il eu auparavant, c'est possible, mais que les témoins avaient évidemment préféré taire. Parce que vous savez que si vous racontez ce genre de truc, vous risquez d'être moqué et même pire, hein, donc mis à l'écart. Donc, dans ces cas-là, on se tait. Enfin, toujours est-il que les signalements vont commencer à se multiplier, en tout cas au XXIe siècle. Alors, y a-t-il plus de bestioles bizarres dans la forêt de Cannock Chase, ou alors est-ce que les gens sont plus ouverts? Peut-être un peu des deux, hein, je ne sais pas. En tout cas, le 30 juin 2006, plusieurs automobilistes qui circulent à une heure de pointe sur la highway qui passe à côté, donc c'est une autoroute, vont signaler au service de l'autoroute précisément qu'un animal est très étrange, divague en zigzagant sur les voies, qu'il se déplace maintenant sur la bande d'arrêt d'urgence, à proximité d'un embranchement situé non loin de Cannock. Tous ont décrit que son pelage, qui était de couleur noire grisâtre, tout en soulignant qu'il était immense, ça faisait un bon mètre de haut. Il avait les poils longs. C'est donc pas ces chiens géants là, ces dogs. C'était tout à fait autre chose, et quelques-uns des témoins le verront finalement sauter d'un bond au-dessus d'un taillis afin de gagner la forêt qui borde la voie express, et en l'occurrence la forêt de Cannock Chase. En tout cas, la police des autoroutes et le personnel de la Highways Agency vont donc aller voir ce qui se passe, et ceci afin d'éviter un risque d'accident évidemment. Pour le cas où l'animal réapparaîtrait, hein, ça sera heureusement pas le cas d'ailleurs.
Et la police indiquera qu'il devait s'agir certainement d'un husky, puisque les gens ont parlé d'un loup, un husky qui avait échappé à la surveillance de ses maîtres, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a plus de loups en Angleterre, enfin en tout cas dans cette région-là, depuis fort longtemps. Mais les automobilistes vont pas être du tout satisfaits des explications données par la police et par les représentants de l'autoroute, parce qu'ils ont vu de près de quoi ils retournaient, et c'est pas du tout un husky. Hein. Pour eux, c'était un gros loup, et la bête ne ressemblait pas du tout, le moins du monde, à un chien domestique. Ce que l'on apprendra plus tard, c'est que le 28 juin, soit 2 jours plus tôt, Jim Broadhurst, qui promenait son chien de bon matin avec sa femme dans la forêt de Cannock Chase, à une poignée de kilomètres, vraiment tout à côté de l'endroit où a été vu le supposé chien husky, qui avait l'apparence d'un loup, eh bien, ces gens qui se promènent vont faire une curieuse rencontre. Les époux Broadhurst ont en effet soudain aperçu une énorme bête qui ressemblait à un chien ou à un loup, mais un loup géant, et qui cheminait d'un pas décidé dans leur direction. À quelque distance, la bête s'est arrêtée devant eux, les a fixés, et avec une telle intensité qu'ils ont eu peur. Et c'est alors que là, c'est au-delà de la peur, ça va être de la terreur, parce que la bestiole va se dresser tout à coup sur ses pattes de derrière, va marcher à reculons, et va disparaître soudain dans un taillis, un buisson tout proche. Et les apparitions de loups vont s'intensifier l'année suivante. C'est en effet au printemps 2007 qu'une inquiétante créature du même type va se manifester à nouveau dans certaines zones de la forêt de Cannock Chase. Et cette fois, c'est pas un animal ressemblant à un simple loup pouvant être confondu à un chien que les gens vont voir, mais une créature qui a réellement l'apparence du loup-garou des légendes. Le 26 avril 2007, le Stafford Post, qui est un grand quotidien de la région, a relaté d'ailleurs la mésaventure qu'a vécu un facteur qui était en train de faire sa tournée. Il circulait en moto aux abords du cimetière de guerre allemand, ce fameux cimetière, lorsqu'il a soudain aperçu ce qu'il a d'abord pris pour un gros chien. Il a donc ralenti et alors vu la bête le fixer intensément, et c'est alors qu'elle s'est soudain transformée sous ses yeux. Ses pattes arrière se sont soudain allongées, et c'est à ce moment que le facteur a eu le sentiment qu'il voyait tout flou. Et ça a duré quelques secondes, et ce suit à mesure que la chose se transformait. Lorsque sa vue est enfin redevenue nette, il a constaté que les pattes postérieures de la créature avaient désormais l'apparence de solides jambes humaines, et c'est alors que cette créature s'est redressée de toute sa hauteur. Du loup, la créature est devenue bipède, et le facteur ne l'aura observé qu'un bref instant, puisque d'un seul coup elle va bondir dans un sous-bois tout proche. Mais il a eu la trouille de sa vie, évidemment. Une créature identique a également été repérée en ce même mois d'avril 2007, cette fois par un chef scout, lequel, comme on peut s'en douter, a souhaité garder l'anonymat. Bah oui, ça fait qu'en sérieux. Et celui-ci faisait une promenade en forêt, dans la forêt de Cannock Chase, lorsque son attention a soudain été attirée par la présence d'un très gros chien rôdant dans les buissons situés à quelque distance de lui. Alors qu'en rejoignant son véhicule, il réfléchissait à ce qu'il venait d'observer, il s'est tout de même dit que l'animal avait un comportement très étrange, et surtout qu'il était d'une taille gigantesque pour un chien. Et c'est juste après avoir claqué la portière de sa voiture, et qu'au moment où il s'apprêtait à démarrer, qu'il a soudain vu la bête surgir et se dresser sur ses pattes arrière. En un rien de temps, elle s'est transformée en un bipède velu, mesurant entre 1,85 m et 2,10 m, elle s'est alors mise à divaguer, cette créature, en se cognant aux arbres, comme si elle avait bu. Peut-être qu'elle est pris un verre avant de venir, le loup. En tout cas, en titubant, la bestiole a disparu dans la forêt. Et ça va pas s'arrêter là, puisqu'en juillet 2007, donc toujours la même année, une femme habitant Rugley, qui traversait la nuit la forêt de Cannock, et qui n'était pas très loin, à 2 minutes, dira-t-elle, du cimetière allemand, elle a soudain vu dans la lumière de ses phares une créature immense dressée au bord d'un petit chemin. Aussitôt, puisqu'on en parlait,
Elle a pensé au loup-garou, dont certains prétendaient qu'il avait été aperçu dans la forêt, là, durant l'année 2007. Mais au lieu d'appuyer sur l'accélérateur, eh ben, elle va stopper, elle va se garer, et elle va regarder la bête. C'est alors qu'elle va voir une sorte de vapeur, une vapeur bleutée, qui va entourer la créature, ce qui va la rendre floue, tiens donc, comme pour le facteur, et elle va alors changer de forme et s'est transformée en animal, reposant sur ses 4 pattes. Et quelques secondes après, elle va se volatiliser sous les yeux de la brave dame, et c'est seulement à ce moment-là que cette dame va être prise d'une frayeur terrible et qu'elle va partir le pied sur l'accélérateur pour rejoindre son domicile. Dès le début de mars à la fin août 2007, ce seront 13 signalements de ce type qui auront été enregistrés. Il n'y aura pas d'autres signalements après cela, ceci jusqu'en 2009. Et en 2009, ce sont 2 vététistes locaux qui font un tour de vélo dans la belle forêt, dans un chemin perdu en plein centre de la forêt. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils vont voir à quelques distances d'eux? Une créature massive, de haute taille, qui traverse le chemin en se tenant un peu courbée vers l'avant, vous voyez, comme ça. La caméra GoPro de l'un des cyclistes va la filmer. Bon, l'image elle est tirée d'une vidéo, mais c'est pas très visible. C'est vraiment de très mauvaise qualité, donc je l'ai pas mise. Mais enfin, on voit vraiment une silhouette qui n'est pas vraiment naturelle, faut quand même le dire. Mais bon. En tout cas, des journaux de la région, le Chess Post et le Birmingham Post, ont publié durant ces dernières années nombre d'articles traitant du loup-garou et d'autres créatures tout aussi inquiétantes signalées dans la forêt de Cannock Chase, et certains de ces articles publiés essaieront de donner une explication à tout cela. Et certaines explications, dont celle que je vais vous rapporter, est quand même très étrange, puisqu'ils indiqueront ces articles que depuis longtemps, eh bien en fait, il y aurait une population d'entités vivant dans des souterrains situés sous la forêt de Cannock Chase, et ces populations d'hominidés très anciens remonteraient de temps à autre à la surface pour venir se nourrir, et ces êtres seraient des créatures quand même inquiétantes, dont certaines seront brièvement évoquées, dont le loup-garou. Et les auteurs de ces articles ont souligné avec force que les lycanthropes pourraient être à l'origine de nombreuses disparitions d'animaux signalées dans la région depuis un temps, notamment celles d'animaux de compagnie qui vont s'évaporer comme par enchantement, mais vraiment sans laisser de traces, et comme par hasard, toujours aux abords du cimetière allemand. Quelques cerfs atrocement mutilés ont également été retrouvés à différentes reprises dans cette même zone, par des promeneurs et des forestiers. On a pu vérifier que c'était des agressions d'animaux, pas du tout d'humains. Des mutilations de bétail ont été signalées à plusieurs reprises également dans une autre zone, celle de Great Warley. C'est un village c'est un endroit qui se trouve à 2 km au sud de Cannock, du village de Cannock, et dans un lieu bien précis, le Bleak House Farm, et ça a été vu pour la première fois en 1998. Donc, les articles de ces journaux ont également souligné qu'un groupe de chercheurs du paranormal, le West Midland Ghost Club, a été contacté par plusieurs personnes qui se trouvaient aux abords d'un centre de beauté en périphérie de la bourgade de Cannock. Et à cet endroit, il y a eu beaucoup de signalements qui ont été faits. Alors, il y a eu des félins, il y a eu des tas de choses, mais ce que les personnes ont signalé là, c'était une grande créature poilue, ressemblant à un loup. Un enquêteur d'un autre groupe du paranormal affirmera quant à lui que ce que tous ces témoins ont vu n'était probablement pas un loup-garou, mais un hominidé de la période de l'âge de pierre. Voilà, chacun a ses théories. Et cet enquêteur du paranormal émettra ainsi l'hypothèse que les descendants d'hominidés datant de cette période reculée survivraient encore à notre époque et se cacheraient dans des grottes et des mines désaffectées qui se trouvent sous la forêt de Cannock Chase, et qui à ce moment-là, à cette époque-là, ces mines, elles étaient en cours de réfection, ou plutôt on les avait réouvertes pour faire des travaux de terrassement pour pas que ça s'effondre, parce que vous savez que dans les mines, il y a souvent des effondrements, donc voilà.
Un notable respecté a affirmé lors d'une interview aussi avoir été confronté à ces créatures et lui aussi a dit à la presse qu'il était convaincu que toutes ces créatures qu'on pouvait voir, étranges, qui étaient peut-être des divinités de l'âge de pierre, vivaient, sortaient en tout cas de sous terre dans la zone du cimetière allemand. Au fil des ans, nombre de créatures étranges, donc de toute nature, auraient été observées tant par des civils que des militaires, et également par des policiers sur le territoire de Cannock Chase. Parce qu'autrefois, vous saviez, je vous l'ai dit, il y avait un camp militaire de la RAF, et apparemment, les militaires auraient vu également ces créatures. En tout cas, majoritairement, les témoins qui ont eu l'occasion de croiser celles de type loup-garou se sont toutes montrées crédibles. Ils sont tous montrés crédibles dans leurs propos. C'était pas des farfelus ces gens-là. Et pourtant, ils ont fait un effort parce que beaucoup de gens n'ont pas voulu témoigner publiquement. Ils n'ont pas du tout à passer pour des perchés. Et comme à Flixton et d'autres contrées britanniques, où une ou plusieurs créatures de cette nature ont été signalées, tout s'arrêtera net pendant une période déterminée à Cannock Chase. Les inquiétants lycanthropes vont donc mystérieusement s'évaporer durant un temps, avant de se manifester à nouveau quelques années plus tard. C'est donc après une pause de quelques années que le loup-garou va refaire parler de lui à Cannock Chase, et ceci de façon assez terrifiante. En 2012, 2 hommes qui se trouvaient durant la nuit à bord d'un véhicule garé sur un parking ont soudain vu quelque chose qui semblait se déplacer dans les buissons à 10 ou 15 mètres d'eux. Afin de vérifier de quoi il retournait, le conducteur a allumé ses phares. Et à ce moment, la surprise a été grande pour les 2 témoins parce qu'ils ont aperçu non pas un animal, mais les contours d'une silhouette immense qui paraissait parfaitement humaine. Ça devait quand même mesurer entre 2,10 m et 2,40 m, donc c'était pas petit. Mais le pire, c'est que la chose s'est mise à foncer sur leur véhicule. Inutile de vous dire que le conducteur n'a pas perdu de temps pour dégager le terrain et est parti pied au plancher. Et puis, il y a également cette mésaventure terrifiante qui a été vécue par un jeune homme dénommé Sheila, qui était alors âgé de 23 ans et qui vivait à Cannock, dans le village de Cannock. Une nuit de 2013, il a était allé passer la nuit dans la forêt. Oui, on s'amuse, c'est l'été. Et puis il était avec 3 bons copains, dont son petit ami, et puis 2 jeunes filles. Et c'était pas la première fois qu'ils allaient passer une nuit dans la forêt. Jusqu'ici, il n'y avait rien eu de spécial, mais en cette nuit de 2013, ça va changer. Et tous ces jeunes gens vont connaître des moments que je qualifierais de glaçants. Ce soir-là, ils sont arrivés vers 22 heures dans la clairière où ils ont pour habitude de se réunir. Ils ont commencé à boire un peu d'alcool et après avoir un peu chahuté, ils se sont mis à jouer et à chanter les nouveaux morceaux que Sheila a composés. Ce dernier est en effet musicien et il a tout juste de sortir un album. On chante en chœur, on est content. Une bonne heure s'est déjà écoulée lorsque Peggy, l'une des 2 filles, s'est soudain mise à hurler. Les autres lui ont évidemment demandé ce qui lui arrivait, pourquoi elle criait et puis pourquoi elle avait l'air d'avoir aussi peur. Elle avait l'air effarée. Et toute tremblante, elle va leur expliquer qu'elle vient de voir une bête ressemblant à un ours tout près d'un gros tronc d'arbre et à moitié couché sur le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, c'est pas un arbre qui est debout, c'est un tronc d'arbre qui est par terre. Et elle va leur désigner du doigt le tronc d'arbre en question, et ils vont avoir beau écarquiller les yeux, ils ne verront rien. Mais comme elle a la réputation d'être un peu cinglée, la jeune fille, tous vont hurler de rire de bon cœur, et lui rappeler quand même qu'il n'y a pas d'ours en Angleterre depuis très longtemps. En tout cas, à part dans les eaux. Et la joyeuse compagnie va continuer de boire et de chanter. Sheila, qui a évidemment entendu parler, comme tant d'autres, de cette histoire de loup-garou, va y penser un peu, puis il va passer à autre chose, parce que c'est pour le soir, et puis il va se dire surtout que c'est de la légende, et que voilà. De temps à autre, il jettera quand même un petit coup d'œil en direction de la pauvre Peggy, qui semble de plus en plus nerveuse, et qui ne chante pas du tout avec les autres ce soir-là. Et ça fait un petit moment qu'elle est maître comme une carpe, et d'un air inquiet, elle ne cesse de scruter les environs de la clairière, et elle est pas très heureuse. Une heure va passer sans incident jusqu'à ce que Sheila décide d'aller se soulager
dans un taillis à l'abri des regards, et alors qu'il est occupé à sa besogne, et ben il va tout à coup entendre le bruit que produisent des feuilles crissant sous des pas. Il pense que ça doit être son petit ami qui l'a rejoint, et sans se retourner, il va lui demander si c'est bien lui, mais pas de réponse, silence de mort. Alors qu'il en a fini et qu'il s'apprête à rejoindre son groupe de copains, il va leur crier depuis l'endroit où il se trouve, qui est d'ailleurs masqué par un massif de buissons touffus, que s'ils ont voulu faire une farce, eh ben c'est raté. Mais ce ne sont pas ses copains qui vont lui répondre, puisqu'il va en effet entendre à ce moment-là un grognement sourd, guttural, qui résonne dans l'obscurité. Inutile de vous dire qu'il ne va pas demander son reste et rejoindre ses copains et ses copines ventre à terre. Et son petit ami, en le voyant émerger de la forêt à fond de train, l'air terrifié, va évidemment lui demander ce qu'il ne va pas. Sheila va alors lui expliquer ce qu'il vient d'entendre. Finalement, tout le monde va se tordre de rire, évidemment, ça va de soi, en lui disant qu'il a peut-être un peu trop bu et qu'il entend des voix. En tout cas, il y en a une qui ne rit pas, eh bien c'est Peggy. En attendant, le voilà vexé, il n'apprécie pas trop qu'on se pèse sa tête, il sait parfaitement ce qu'il a entendu et qu'il n'a pas rêvé, et ça le turlupine. Pour tout dire, il nourrit un mauvais pressentiment, il a la sensation que quelqu'un ou quelque chose est bien là, qui est en train de les épier. Rosaline, l'autre fille du groupe, qui a remarqué son expression inquiète et qui est de naturel empathique, va venir s'asseoir à côté de lui, elle va tenter de le rassurer, elle va lui dire gentiment que de toute évidence c'est une illusion qu'il a eue parce qu'il a effectivement un peu trop bu, et puis une heure va passer et il fait toujours la tête. Ça l'énerve vraiment, 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 que les autres continuent de lui jeter des regards rigolards et le mettent en boîte. Il va d'ailleurs finir par se fâcher et les planter là. Ah, il est froussard. Eh bien, ils vont voir ces idiots s'il a la trouille. Et le voilà parti en courant. Le voilà parti en courant dans la direction où Peggy a signalé avoir vu quelque chose de bizarre près du tronc d'arbre, parce qu'elle pensait être un ours. Le petit ami de Sheila va évidemment lui dire allez reviens et tente de le dissuader d'aller plus loin, mais quand il a essayé de le rattraper, il s'est débattu, furieux, et donc le voilà parti, ce brave Sheila, ventre à terre, dans les buissons, et un peu plus loin même. Et après quelques minutes d'une course éperdue dans la forêt, qui est sinistrement éclairée par la lune, tant qu'à faire, ambiance, et Sheila va enfin s'arrêter de courir et s'asseoir sur la mousse afin de reprendre son souffle. Il est ivre, il est énervé, et voilà maintenant qu'il pleure à chaudes larmes. Ça peut arriver quand on a un peu trop levé le coude. Et c'est alors que va de nouveau se faire entendre un lugubre crissement de pas sur les feuilles sèches qui jonchent le sol. Il dresse l'oreille, scrute l'obscurité alentour. Il ne distingue pas vraiment clairement les environs, parce qu'il y a un peu de lune, mais sans plus. En tout cas, il n'y a plus rien qui bouge d'un seul coup, et il y a un silence de mort. La seule chose qu'il perçoit encore au loin, ce sont les voix de ses copains qui continuent de plaisanter et de rire à gorge déployée, et c'est alors que de nouveau va se faire entendre le crissement de pas sur les feuilles. Clairement, quelqu'un ou quelque chose se rapproche de lui dans l'obscurité, ce qui va le plonger dans un état de terreur absolue. Il va se lever précautionneusement avant de s'enfuir à toutes jambes sans demander son reste. Malheureusement, sous l'effet de la peur et des sentiments de frousse qui l'agitent, il va se tromper de direction et va partir dans l'autre chance. Bien vite, il va réaliser qu'il ne sait plus où il est, qu'il est perdu, et voilà que les pas se rapprochent encore. On le suit. Il est convaincu que dans cette forêt plutôt mal fréquentée, puisqu'à la nuit tombée, ça devient un lieu de rendez-vous sexuel, passablement orgiaque d'ailleurs, il est convaincu, là, à ce moment-là, il parle plus de loup-garou, il a plus le loup-garou en tête, mais surtout l'idée qu'il pourrait bien y avoir un cinglé qui le suit à la trace et qui va peut-être l'assassiner. Donc, inutile de vous dire qu'il en mène pas large. Terrifié, il va aller se cacher derrière un gros arbre, et quelques secondes plus tard, il va apercevoir ce qui ressemble à un reniflement, comme le reniflement d'un chien. Vous savez, le chien, ils vont... Bon, voilà, il dit ça doit être ça, et ça semble venir de derrière un arbre, derrière lequel il s'est dissimulé. Pensant qu'il doit s'agir effectivement d'un chien et qu'il l'a suivi et non d'un sale type, ce qui le rassure un peu, il va se dire finalement tout va bien.
Oui, mais pas tant que ça au fond, hein. Pas tant que ça, puisque voilà qu'en se retournant, il va se retrouver nez à nez avec une bête gigantesque, dressée sur ses pattes arrière. Elle mesure au moins 2,50 m, peut-être même davantage. Il est tout petit à côté, et plus tard, lorsqu'il relatera sa terrifiante aventure, il dira que très curieusement, alors que normalement il aurait dû être absolument en panique, terrifié, et ben ça n'a pas du tout été le cas. Mais alors, du tout. Comme la bête est belle, ben il la regarde. Il la regarde calmement. Il dira d'ailleurs que c'est la créature poilue, la bête la plus magnifique qui lui ait été donnée de contempler. Elle était robuste et musclée. Sa fourrure épaisse était faite de longs poils gris, un peu emmêlés. Elle avait une belle crinière, une sorte de crinière qui semblait toute duveteuse, qui lui entourait le cou, et surtout sa tête ressemblait à s'y méprendre à celle d'un loup. Elle lui a d'ailleurs fait penser à son chien husky qui s'appelait Snowy et qu'il avait laissé ce soir-là à la maison. Et il dira encore que les yeux de cette créature étaient jaune doré et qu'ils luisaient dans la pénombre. En fait, c'est en croisant son regard que la sérénité qu'il a éprouvée va d'un seul coup tomber à l'eau, direct, en quelques brèves secondes. Eh ben, c'est la panique. Il sait qu'il faut qu'il dégage de là et très vite. Et voilà qu'il se met à courir comme un dératé. Et la bête qui est retombée sur ses quatre pattes va aussitôt le courser, bondir sur lui et le plaquer au sol. Plaquage. Il va alors ressentir une intense douleur au niveau de son coude qui va irradier jusqu'à ses doigts. Il s'est blessé en tombant. La créature va alors le retourner, puisqu'il est tombé à plat ventre comme un fétu de paille. Allez hop, ce qui va le faire hurler de terreur, comme on s'en doute. Et elle va se coucher sur lui de tout son long. Plaquage, comme ça. Voilà maintenant qu'elle l'étouffe de tout son poids. Bah oui, si ça mesure 2,50 m de haut et que c'est costaud, c'est lourd. Et Dieu sait si elle pèse lourd, donc. Mais en dépit de cela, eh ben, il va quand même réussir à hurler, pousser des hurlements de toutes ses forces, il crie à l'aide, en espérant que ses copains vont l'entendre. Mais alors qu'il pense que c'en est quand même fini pour lui, et ben voilà qu'il va sentir une sorte de chatouillement au niveau d'une de ses oreilles. Et la créature, en fait, est en train de leur nifler, comme le fait de temps en temps son husky. Voilà. Et le voilà surpris. Ça, il s'attendait pas du tout à ça. Il s'attendait à être dévoré. Ben non, la bestiole le renifle consciencieusement. Et il se passe rien de spécial. Et c'est à ce moment-là qu'il va entendre ses amis qui se rapprochent, qui l'appellent à grands cris. La bête va alors se relever lentement. Elle va lui lancer un dernier regard avant de disparaître à fond de train dans l'obscurité de la forêt. Le jeune chanteur s'en sortira donc au final qu'avec une luxation du coude et une sorte d'émerveillement à retardement, parce que sur le coup, bah, il l'a été, puis il l'a plus été, et le revoilà à nouveau émerveillé. Et lorsque des années plus tard, lorsqu'il relatera son incroyable histoire à un journaliste, il lui assurera en effet que non, les loups-garous et autres créatures de même acabit ne sont pas forcément des sanguinaires, contrairement à ce qu'il se dit, et il en a eu la preuve, et il en rapporte la preuve. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire et qui l'a rassuré sur sa santé mentale, c'est qu'il n'a pas été le seul à avoir aperçu la créature, puisque James, son petit ami, ainsi que 2 autres membres du groupe l'ont vue avant qu'elle ne détale, cette bestiole, et il s'est dit, bon, bah, je suis pas fou, il n'y a pas que moi qui l'ai vue. Et la dernière rencontre avec un loup-garou, signalé dans la forêt de Cannock-Chase, s'est produite durant l'été 2024, donc c'est tout récent, et elle a été relatée dans un article publié dans un journal local au mois d'octobre suivant, donc au mois d'octobre 2024. Le 18 juillet 2024, un couple de retraités qui a souhaité garder l'anonymat pour les raisons qu'on imagine aisément, a vécu une terrifiante rencontre avec un loup-garou et ça les a passablement ébranlés, ces braves gens. Et une fois encore, bah, la créature s'était manifestée dans les parages du fameux cimetière allemand. À la tombée de la nuit, le couple qui souhaitait faire une petite promenade à la fraîche parce qu'il y avait une grosse chaleur dans la journée, bah, s'est dit on va aller faire notre marche favorite là, jusqu'au cimetière allemand. Donc ils ont garé leur voiture près de la fameuse tour des télécommunications de Pyrene. Et les voilà partis à pied, tranquillement, sur le chemin forestier. Et puis là, ils trouvent que l'ambiance est curieuse. L'ambiance est curieuse et ça va surprendre le monsieur, puisque, contrairement à l'habitude, bah,
ils ne voient pas âme qui vive sur le chemin forestier. Et pourtant, ils font souvent cette promenade, ils croisent toujours pas mal de monde, et cette fois, pas un chat. Donc le voilà intrigué. Mais il n'y a pas que cela. Un autre détail va 7 fois déranger la dame. Elle a en effet remarqué qu'à l'approche du cimetière, une odeur très très désagréable flottait dans l'air qui va aller en s'intensifiant. Elle a alors pensé qu'il devait s'agir d'une charogne, peut-être d'une carcasse de cerf qui était en décomposition, parce qu'il y a beaucoup de cerfs dans la forêt de Canoc. Et son mari confirmera plus tard à des journalistes, c'est dire, effectivement, il dirait que lorsqu'ils se sont retrouvés face au cimetière allemand, l'odeur épouvantable était vraiment à son comble, et c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir la surprise de voir quelque chose qui se déplace au loin entre les pierres tombales. L'homme confiera aux journalistes que ça devait mesurer au moins 2,50 m, et que c'était incroyablement massif, et surtout que ça n'avait rien d'humain. Il ajoutera en effet que la créature était couverte de poils, qu'elle avait l'apparence d'un loup géant qui se tenait debout. Elle courait dans tous les sens entre les stèles en se rapprochant d'eux. Mais vraiment. Et lorsque l'homme a dit à sa femme « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien la créature qu'il a manifestement entendue s'est aussitôt retournée et les a fixés tous les deux du regard. Ils ont pu ainsi distinguer les grands yeux jaunes brillants, de cette bête qui étincelait dans les dernières lueurs du jour, ainsi que sa gueule qui était pourvue de dents d'une taille absolument impressionnante. Il n'avait jamais vu chose pareille auparavant. Mais ce qui va leur glacer le sang, c'est qu'à cet instant précis, la créature va pousser un puissant hurlement avant de se précipiter vers la clôture se trouvant de l'autre côté du cimetière. Elle va alors sauter prestement et disparaître à la vue entre les arbres. Les deux témoins confirmeront que cette apparition a été la chose la plus terrifiante qu'il aurait été donné de voir dans leur vie. Cette vision aura tellement bouleversé la dame, d'ailleurs, qu'elle refusera de parler aux journalistes venus les interviewer, c'est vous dire. Lee Brickley, un enquêteur du paranormal réputé pour son sérieux, qui est allé à son tour interroger ces braves gens, se verra confirmer les faits par le mari, et il ne manquera pas de remarquer qu'à ce moment, les mains de ce monsieur tremblaient alors que son visage était devenu tout pâle. Manifestement, il était encore sous le choc de ce qu'il avait vu ce soir-là. Quant à son épouse, elle refusera à nouveau de s'exprimer. Des mois plus tard, ces deux personnes étaient encore clairement terrorisées en se remémorant la vision qu'ils avaient eue à l'été précédent de cette curieuse créature. Un habitant de Canotches signalera en ce même mois de juillet 2024 avoir croisé lui aussi une créature de très haute taille ayant un corps d'homme et une tête de loup. Mais cette fois, ça déambulait dans son jardin. Bah oui, on vient arroser ses tomates et il y a le loup-garou. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas en effet, mais ça doit surprendre. Quand on est sur son petit potager tranquille et d'un seul coup... Enfin bon. En tout cas, ces lycanthropes n'ont pas été observés qu'aux abords du cimetière militaire allemand, mais également dans un autre lieu, une autre zone, qui est celle de Castle Ring. Et Castle Ring, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand ouvrage circulaire, un vestige d'un fort datant de l'âge de pierre, qui daterait, d'après les archéologues, de 600 ans avant Jésus-Christ. Et à cet endroit ont été signalées à de multiples reprises des manifestations hautement paranormales, pas que des loups-garous. Eh bien oui, parce que dans cette forêt de Canotches, depuis des siècles, on voit un peu de tout. Les gens le signalent de plus en plus. Il y a les lycanthropes, mais il y a autre chose. Alors, comme je l'ai dit, les temps évoluent, les croyances aussi, la parole est devenue plus libre, donc on parle peut-être plus. C'est ainsi qu'à différentes reprises ont été signalées la présence de grandes créatures velues, mais qui n'avaient pas de tête de loup, mais qui ressemblaient à des Bigfoot, faut quand même le dire. Il y a eu également à plusieurs reprises des signalements de chats géants, de panthères, et tout ça c'est noir, des félins noirs. Il y a eu également des êtres volants, je vous ferai part de quelque chose d'autre tout à l'heure, d'êtres d'apparence inquiétante, de toutes sortes. Il y aura un autre exemple que je vais vous donner. Et également des apparitions fantomatiques, il y en a pas mal. Et parmi ces apparitions étranges,
Il y a ce qu'on pense être une légende urbaine quand on en parle, ce sont les enfants aux yeux noirs, les Black Eyes. Et là, il y a quand même une photo qui a été prise, que vous voyez à l'image, et cette photo a été prise par une médium qui était en veine de recherche paranormale, et quand c'est une photo, la grande photo, on la voit, bon, on voit le sous-bois, on voit une silhouette qui est recroquevillée, et quand on a grandi, vous voyez ce visage d'enfant aux yeux noirs. Donc, c'est une réalité apparemment. Et ces apparitions fugaces et inquiétantes ont évidemment marqué celles et ceux qui en ont été les témoins. Il y a quand même des zones qui sont clairement définies dans la forêt de Cannock où on en voit plus. Le cimetière allemand, comme vous le savez, la zone de Castle Ring, donc cette structure très ancienne. Mais il y a un troisième endroit et où on retrouve également les choses. Mais commençons par le cimetière allemand, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'apparitions dans le cimetière allemand, et pas que de loups-garous. Je vais vous parler des autres maintenant. Et voilà le cas d'un homme qui a souhaité lui aussi garder l'anonymat et qui va révéler à un journal local qu'en passant un soir en voiture à la hauteur du cimetière allemand, il faisait pas encore vraiment nuit, il rentrait de son travail, mais il a vu soudain quelque chose tomber d'une branche d'arbre qui était au-dessus de la route. Ça a été suivi d'un choc à l'arrière de sa voiture, donc il a immédiatement regardé dans le rétro, et qu'est-ce qu'il a vu? L'espace d'une seconde, une fraction de seconde, un petit être poilu, et devinez à quoi ça ressemblait? Un gremlin. Donc c'est pas mal ça aussi. Et puis il y a un autre cas rapporté par Sam Whitehouse, un ingénieur civil à la retraite, qui a connu la stupeur de sa vie dans le même secteur le 28 février 2011. Il passait en voiture devant le cimetière allemand quand d'un seul coup il a vu débouler une créature rablée au pelage sombre qui lui a fait penser à un ours. Elle était trapue, dotée de pattes très musclées, c'était immense, 90 cm de haut pour 1,20 m de long, d'après ses estimations, et ça ressemblait à rien. C'était même pas un ours, c'était très bizarre. Mais il n'y a pas que ça. On va parler de la fameuse tour de télécommunication de Pike Green. Alors autour de cette tour de télécommunication, une des grandes tours de télécommunication de Grande-Bretagne, il se passe pas mal de choses. Et elle existe depuis un moment, cette tour, et en 1959, la presse locale a évoqué le cas d'une fillette revenue chez elle en pleurs, après avoir croisé, dira-t-elle, un petit bonhomme vert qui a disparu en courant dans un fourré, tout ça dans le sous-bois tout proche de la fameuse tour de Pike Green. Ça fait écho à une autre apparition de créatures de ce type, qui s'était d'ailleurs produite dans le même temps. Alors cette fois, c'était un homme employé par la compagnie General Electric Corporation, qui venait revenait à vélo à son domicile le soir. Il traversait la forêt de Cannock-Chase, tranquille. Il avait disputé une partie de cricket avec ses copains, était de bonne humeur. Et puis là, ça va être le grand moment d'émotion, si je peux dire ça ainsi. Il a en effet soudain aperçu dans la lumière du phare de son vélo, qui devait pas être très éclairant, faut quand même le dire, c'est en 59, un tout petit être de couleur verte qui courait devant lui sur la route. La créature s'est arrêtée avant de bondir brusquement dans le sous-bois. Il n'en est pas revenu. Mais il y a eu dans le plus sinistre aussi, et cette apparition notamment qui a terrorisé un couple de Pike Green, d'ailleurs qu'il a surtout souhaité garder l'anonymat, ce couple. Une nuit, ces braves gens ont été réveillés en sursaut vers 2 heures du matin par un étrange bruit de grattage. Ils dormaient bien, puis d'un seul coup, ça gratouille. Que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est quand ils vont ouvrir les yeux, ils ne vont pas être déçus du voyage. J'ai cette vieille expression, je sais qu'elle plaît, donc voilà, c'est fait. Donc, ils n'ont pas été déçus du voyage, parce que qu'est-ce qu'ils vont voir sortant de la pénombre? Un truc qui est immense, 2,40 m. C'est plus ou moins caché dans l'obscurité, mais il voit quand même, parce qu'il y a quand même la lumière de la lune. Et qu'est-ce qu'il voit? Que le visage de cette créature est affreux. Il est tout blanc, blanc comme de la craie. Et puis surtout, il a des petites dents pointues, pas du tout rassurantes. Terrifiés par la vision, ils resteront figés, parce qu'en plus, ils sont paralysés. Pas question de bouger un doigt. Et il va se trouver que d'autres personnes du même secteur, vont se retrouver avec cette entité durant la nuit. Et à chaque fois, ces personnes diront s'être retrouvées paralysées et qu'une force inconnue
leur écrasait la poitrine. Voilà. Et alors la zone de Castle Ring, comme je vous l'ai dit, est assez intéressante aussi. Au début de l'été 2004, alors que la nuit était en train de tomber, Alec Williams, c'est un brave gars qui circule en voiture sur une route sinueuse aux abords de Castle Ring, et il va se faire couper la route par une créature poilue, qui devait mesurer 2,10 m de haut, et qui avait une tête, bonne tête, hein, c'était pas une tête de loup. Il la verra très fugacement, puisqu'elle va aussitôt se fondre dans l'obscurité. Il dira que c'était des poils très longs et très foncés qu'elle avait. Et puis, quand elle s'est tournée, qu'elle l'a regardé, il était terrorisé, parce que ça avait des yeux rouges flamboyants, dira-t-il. Bon, ça ressemble à du Bigfoot, hein. Et donc, dès 2005, la rumeur voulant que des Bigfoot aient été repérés dans la forêt de Cannockchek va largement s'intensifier, en particulier dans le secteur de Castle Ring. Et il se trouve qu'une autre créature encore plus sinistre avait également été observée dans cette zone au début des années 2000. Et effectivement, c'est inquiétant. Un brave homme qui faisait sa petite promenade matinale, non loin de la structure de Castle Ring, avait aperçu une silhouette étrange anormalement décharnée. Et là, d'un seul coup, les choses vont changer. Il va se demander de quoi il s'agit, et la chose s'envole. Et elle va planer au-dessus de la cime des arbres, elle fait des tours, et là, notre bonhomme, il est terrifié, évidemment. Il sera d'autant plus terrifié que d'un seul coup, sans crier gare, elle va mettre le cap direct sur lui et atterrir face à lui. Et cette bestiole a également les yeux rouges qui vont fixer le malheureux promeneur qui va en rester terrifié pour longtemps. Ça, apparemment, c'est du Mothman, comme j'en ai déjà parlé pour l'histoire de Point Pleasant. Il y en a beaucoup autour du lac Michigan. Faudrait que je vous parle de tout ça. Chicago, tout ça, il y a des trucs absolument impossibles. Il y a vraiment de quoi faire. Tous les tas. Hein. En tout cas, cet homme-là ne sera pas le seul à avoir vu un truc de cette nature, puisqu'en 2001, un autre promeneur avait déjà croisé une autre créature volante qui mesurait celle-là 3 mètres de haut, belle bête. Hein. Ses jambes étaient effilées, elle avait des bras très très longs, minces, qui lui arrivaient presque aux genoux. Et chose curieuse, elle portait des vêtements. Elle avait un petit costume, genre pantalon gris et chemise à manches longues, étroite de la même couleur. Sa nuque était frêle, elle était chauve, et ses traits n'étaient pas... on ne savait pas trop ce qu'on voyait. Et puis, bon, évidemment, Cannockchek, je vous l'ai dit, c'est un hotspot, c'est le coin ovni par excellence. Les autorités britanniques le reconnaissent, c'est l'un des hotspots le plus actifs du pays en 2008 et 2009. Le ministère de la Défense britannique a d'ailleurs déclassifié un certain nombre de documents confidentiels. Parmi ceux-là, des lettres et des rapports établis entre 1986 et 1992, émanant d'officiers du ministère de la Défense et de la police du Staffordshire, rapportant des opérations d'OVNI de tout type faites dans la zone de Cannockchek. Ont ainsi été répertoriées de multiples apparitions de boules lumineuses se déplaçant en silence et de préférence autour de la fameuse tour de télécommunications de Pike Green. Mais il n'y a pas que ça. Et à divers endroits, donc, de la vaste zone de Cannockchek ont été observés à de nombreuses reprises des engins de tout type. Des objets lumineux, des objets de forme tubulaire, des cigares, et puis, va y avoir parfois des mutilations de bétail, notamment quand il y aura des triangles observés. Donc là, vous avez une photo qui est extraite d'un film de la BBC. C'est une vraie photo qui a été prise dans le secteur. Voilà. Donc des triangles, il y en a pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de tout. C'est le festival sur Terre comme dans les airs. Voilà. Donc les mutilations de bétail, il y en a. Peut-être, probablement d'ailleurs, majoritairement, ça doit être des visiteurs. Mais pourquoi pas des créatures simiesques qui viennent se faire un petit encas de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de cerfs dans la forêt de Cannockchek. Voilà. Donc c'est une étrange forêt où il se passe des choses quand même très particulières. Je vous ai dit qu'il y avait un crash d'OVNI aussi là-bas.
Et ça a été très bien documenté par un témoin. Faudrait peut-être que je vous reparle de ça en sujet court, ça. Des crashs d'ovnis un peu particuliers dont on parle moins que les grands crashs d'ovnis qui ont lieu sur cette planète, mais ça mérite d'être souligné. Donc il se passe beaucoup de choses. L'Angleterre et le pays des fantômes, vous le savez, surtout l'Écosse. Le triangle d'Édimbourg, il est pas mal non plus. Si j'avais pu faire ce voyage, eh bien j'avais prévu ça. On aurait eu une nuit de veillée. Peut-être qu'on aurait vu quelque chose, parce qu'en général, quand il y a un truc dans le ciel, bah si je suis là, ça se passe pas trop mal. Tout le monde ne voit pas, mais voilà. Et donc, en tout cas, ça c'est pas fait, c'est du passé, mais il y a des choses étranges sur le territoire britannique, en Écosse, d'accord, mais pas que. Et souvent, je l'ai remarqué, et ça on l'avait vu quand j'avais parlé il y a très longtemps du triangle de la Burle. Il y a un bouquin qui est d'ailleurs sorti dessus. Je crois que j'ai inspiré pas mal de gens sur ce truc-là. C'est comme l'affaire Pauline Picard, il suffit d'en causer et hop, ça marche après. En tout cas, ils ont fait un bon boulot. Et le triangle de la Burle, bah, à certains endroits, il y a comme par hasard du mégalithe et des anomalies terrestres, des choses comme ça. Et des légendes, bien évidemment, comme celle du mont Mézinc, puisqu'à Noël, je crois que c'est au Mézinc, sortait de la nuit des apparitions de la montagne. Enfin bon, tout un truc. C'était un trésor qu'il y avait là-dessous. Enfin bon, et tas de choses. En Angleterre, c'est la même chose. Il y a des sites, des endroits comme ça. Ce sont des portails interdimensionnels pour moi. Sortent de là, effectivement, des phénomènes ovnis, mais également des créatures de tout type, qui peuvent faire partie de mondes intermédiaires, de plans intermédiaires, et les loups-garous et autres Bigfoot et compagnie. On dit souvent que c'est associé aux ovnis, oui, mais pas parce que ce sont des visiteurs. Non. C'est parce que ils sont sur un plan intermédiaire et un portail qui leur permet d'entrer. C'est ma théorie, qui d'ailleurs n'est pas la mienne en tout cas, parce que tout le monde, enfin beaucoup de gens, le voient de cette nature-là. Et puis, si vous suivez les travaux de Braji Belovac, vous savez parfaitement qu'il y a des endroits qui sont plus fréquentés que d'autres, parce qu'il y a un terrain qui veut ça. Et Canocchès, il y a beaucoup d'étangs, de choses comme ça, c'est assez humide. Il y a des mines, il y a des choses comme ça. Donc, si vous voulez, voilà, c'est l'endroit. Alors voilà, bah écoutez, on en a fini avec le loup-garou de la forêt de Canocchès. J'espère que ça vous a plu. Je vous raconterai peut-être des cas de loup-garou en France qui ont été en fait le fait de serial killers. On en est à peu près certain, mais c'était quand même assez troublant. C'est comme la bête du Gévaudan. Moi, j'ai vu ça comme le fait de personnes, purement humain, mais il y avait pas que ça. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je refasse l'enquête, que je reparle de la réflexion que j'ai eue sur cette bête du Gévaudan. J'en avais parlé il y a très longtemps sur une autre chaîne. Et c'est quand même très surprenant. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. La prochaine fois, je sais pas de quoi je vais vous parler, mais on trouvera bien. En attendant, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre générosité. Les petits dons sont les bienvenus parce que la bestiole a besoin de manger. J'ai oublié de vous dire en début d'émission, mais c'est vrai que ça compte pour elle. Et plus que jamais, puisque comme mes revenus sont extrêmement réduits, voilà. Parce que quand on se voit moins, ça sert les blancs. Enfin bon, on va pas repartir là-dessus, c'est énervant. Voilà, merci à vous. Merci encore à ces gens qui sont venus de si loin pour me rencontrer à Calais. Je me souviens bien, j'ai été très touchée, vraiment, par leur générosité de cœur, leurs jolis mots, leurs petits cadeaux. J'ai aussi des petits cadeaux magnifiques. Il y a un jeune homme qui est venu de Moselle, qui est coiffeur, je crois, qui a tricoté, enfin, il a fait au crochet une petite statuette de Padre Pio. C'est absolument magnifique. Et il y a une dame qui veut m'emmener à San Giovanni Rotondo, mon rêve. Elle était charmante aussi et je la salue, Véronique, et j'espère que je l'aurai bientôt au téléphone. Voilà. Donc merci à Clémence, à
à Johan, à Elisabeth, à Reynald, à tous ces gens. Merci également à Grégoire Tolstoï qui est venu depuis la Belgique pour m'interviewer. C'est une belle rencontre, un homme très intéressant, très cultivé. Donc merci à vous tous. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Alors le sujet du jour. En attendant, passez de bonnes fêtes de Pentecôte et comme d'habitude, je vous embrasse. À bientôt.